c'est sur ces airs du jingle d'ouverture de nos podcasts du secteur Ensemble que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Merci à toutes et à tous qui ont pu se libérer pour être avec nous à ce lancement de la deuxième série de podcasts. Le premier lancement avait déjà eu lieu en 2021, en juin, et ça portait autour du recueil Gestion du travail migrant en régime néolibéral. Et ces podcasts-là, vous pouvez les retrouver en ligne. Donc, je m'appelle Élodie Kobena, je suis chargée de projet au secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi. Le secteur Vivre Ensemble, pour certains et certaines qui le connaissent, propose à travers son webzine, ses activités publiques, ses différents projets et ses recueils thématiques des réflexions sur les questions du pluralisme, de la migration, la protection des réfugiés aussi, avec un regard critique qui tient compte justement des mécanismes de discrimination, racisme et exclusion. Donc, Sylvain, mon collègue, vient de partager dans le chat le lien. Donc, le lancement de cette deuxième série de podcasts est le prolongement justement de ces réflexions. Et nous avons la chance aussi d'avoir été appuyés dans ce projet financièrement par Patrimoine canadien et le réseau sur la paix et l'harmonie sociale qui organise depuis le 21 septembre jusqu'au 2 octobre, donc dimanche, les journées de la paix. Donc, il y a plusieurs activités que vous pouvez retrouver sur leur site Internet. Et cette année, l'accent a été mis sur l'agir pour l'égalité, mettre fin au racisme et bâtir la paix. Je vais co-animer ce lancement avec mon collègue Mouloud Idir, qui se présentera et qui vous dira comment ça va se passer dans cette heure. À toi, Mouloud. Oui, merci beaucoup, Élodie. Alors, Mouloud Idir, je suis donc membre de l'équipe du Centre Justice et Foi. Je coordonne le secteur Vivre Ensemble, donc qui existe depuis presque la fondation du Centre Justice et Foi, qui est mieux connu pour la revue Relations, dont je profite de l'occasion pour saluer les collègues. Mais on a aussi ce secteur d'activité qui est Vivre Ensemble, qui vous gagnerez à connaître et qui gagne à être connu, tout comme les personnes qui nous suivent gagnent à connaître les contributions qui sont les vôtres par vos collaborations. Alors, le déroulement d'aujourd'hui, donc je vais commencer par tout à l'heure donner la parole à Julien Simard, qui est la personne qui a contribué fortement à réaliser avec nous. Donc, c'est essentiellement lui qui a réalisé sur le plan technique ces podcasts. Je vais quand même lui poser la question de partager avec vous les raisons qui l'ont amené à faire ça et qu'est-ce qu'il y voit dans ces podcasts de pertinent dans la conjoncture actuelle. Ensuite, je présenterai 3 des personnes ressources qui nous ont accordé des entretiens dans cette série de podcasts. Le sociologue Ahmed Hamila, la philosophe Elsa Dorlin et le politiciste Francis Dupuy-Derry. Ils jouiront de 4 à 5 minutes chacun. Ensuite, il y a un mot de 2 personnes qui ont pour tâche d'être un peu en posture de réaction ou d'observateur. Donc, c'est Jean-Charles Saint-Louis qui va réagir au podcast que nous a accordé Ahmed Hamila. Il lui posera une question. Nous avons ensuite Thibaut Camara, que je présenterai aussi. Il va réagir, lui, pour sa part, podcast réalisé avec Elsa Dorlin et Francis Dupuy-Derry. Donc, ces 2 personnes qui sont en posture de réaction les ont entendus. C'est donc ces podcasts au préalable. On aura ensuite un échange de 10 minutes avec le public. Je prendrai essentiellement 2 questions parce que le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Ensuite, on fera jouer un extrait du podcast avec Elsa Dorlin et Francis Dupuy-Derry. Et ensuite, la seconde partie, ça va porter sur 3 personnes ressources encore que nous avons interviewées cette fois, que je vais présenter, Abdoul et Safa Chibi autour du thème de la détention, et Paul Heath qui nous a accordé également un entretien sur les formes de racisme dans une société post-raciale. Il prendra la parole, tout comme Safa et Abdoul. Ensuite, 2 personnes en posture de réaction et 2 questions du public. Donc, je présenterai tout le monde de façon comme il se doit au fur et à mesure. Donc, comme le temps presse et que je dois aller très vite, je vais tout de suite présenter la première personne qui va prendre la parole, Julien Simard, que je remercie vivement au nom de mes collègues pour l'apport
indispensable et généreux qui aura été le sien. Il est chercheur postdoctoral au département des études urbaines de l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est avec lui que nous avons fait tout ce processus. Et compte tenu du parcours universitaire de Julien, de son engagement social et politique, de ses convictions libertaires, je crois qu'il est important d'entendre sa parole sur l'esprit de ces podcasts et l'importance qu'il y voit dans la conjoncture actuelle. Julien, pour les 3 prochaines minutes, tu pouvais nous livrer ta réflexion, s'il te plaît. Parfait, vous m'entendez bien? Parfait. Oui, excellent. Donc, j'ai la COVID, fait que je vais essayer de dire quelque chose de sensé. Donc, je vous remercie d'abord, Mouloud et Elodie, là, pour m'avoir fait confiance pour travailler là-dessus. C'est vraiment un honneur. On a dû s'adapter à plein de choses, la COVID, justement. Travailler dans une très grande salle, très éco, là, pour faire de la distanciation. Donc, tu sais, c'est vraiment pas l'idéal en termes de son, mais on est arrivé à toujours faire ça contre vents et marées. Et donc, toujours un accompagnement, on travaillait ensemble, c'était vraiment bien. Moi, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que, premièrement, bon, comme chercheur spécialiste du vieillissement puis de la fin de vie, je m'intéresse depuis peut-être 4 ou 5 ans aux expériences des personnes âgées immigrantes et ou racialisées, de plus en plus, mais je voulais donc apprendre. Parce que moi, en tant qu'anthropologue, ma technique, c'est de juste écouter pendant des années, puis à un moment donné, ben, on finit par comprendre des choses. Et me mettre dans cette posture-là de l'audio, pour moi, c'est une posture naturelle parce que c'est, encore une fois, la posture de l'anthropologue, là, puis on écoute. Donc, j'ai énormément appris. Honnêtement, l'ensemble des podcasts constitue, selon moi, le squelette d'un cours, en fait, sur le racisme contemporain, sur les dynamiques de racisme systémique, mais sur les micro-dynamiques aussi, parce qu'il y a tellement de contenu qui vient du monde empirique, donc encore une fois du terrain. C'est très inductif comme truc. Et donc, il y a aussi un volet vraiment pédagogique à ça, selon moi. Et donc, j'incite là, je parle un peu pour ma paroisse de chercheurs, enseignants, enseignantes, mais d'utiliser ça comme outil vraiment d'apprentissage parce que quelqu'un a désactivé mon son. Oups. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, OK. Alors, d'utiliser ça comme outil d'enseignement, c'est vraiment extraordinaire, les faire connaître, les publiciser parce que vraiment, le panorama est impressionnant. Là. Parce que quand on les fait, on les fait un par un, mais là, quand on prend un pas de recul, on se rend compte qu'on a vraiment un tour d'horizon de ces dynamiques-là, avec les questions de la police, la question des personnes LGBTQIA2+, la question des travailleurs migrants temporaires, travailleuses migrantes temporaires, là, toutes les dimensions liées au système de santé, au système de soins. Là, je vais m'arrêter bientôt parce que mon 3 minutes va finir. Donc, c'est la question de la laïcité avec Madame Amiro. Donc, vraiment, s'il vous plaît, diffusez ça parce que c'est extraordinaire. Et bravo surtout à Mouloud et Elodie d'avoir tellement travaillé fort en amont, en fait. Quand on fait des podcasts, c'est vraiment plus facile en amont. Tout le travail de recherche, de lecture, de construction des questions, de scriptage a été admirablement bien fait. Donc, je vous remercie et place aux autres personnes. Elodie, la parole est à toi. Ben, merci beaucoup, Julien, pour tes propos et c'est sûr qu'on continue avec toi pour la suite des autres podcasts. Merci d'être là malgré le fait que tu as eu la COVID. Maintenant, je vais demander à Ahmed Amila d'ouvrir son micro. Ahmed Amila, comme Mouloud l'a dit, est professeur en sociologie des migrations à l'Université de Montréal. Et il est spécialisé sur les questions d'asile et de migration sur les questions de genre et de sexualité. Son podcast, vous pouvez le retrouver sur le site, s'intitule Personnes réfugiées LGBTQ, droit d'asile, penser la persécution sans céder à l'homonationalisme. Alors, Ahmed Amila, vous avez 4 à 5 minutes pour livrer votre propos. Donc, déjà, le fait d'avoir accepté de participer au podcast et l'intérêt de porter ces enjeux dans la conjoncture actuelle.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Élodie, merci aussi à Mouloud et à Julien pour cette démarche et pour le podcast que vous avez, cette série de balados que vous avez lancé, que je trouve très utile, hein, que j'utilise moi-même aussi dans mes cours. Au-delà de mon balado, je trouve que les autres balados sont très, très intéressants et je rejoins Julien quand il dit c'est le squelette presque d'un cours. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose de penser comme ça. Par rapport à la démarche et pourquoi moi, est-ce que j'avais accepté l'invitation avec grand plaisir et notamment pour porter les questions auxquelles je m'intéresse, donc liées à l'asile sur base de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Je voyais ça un peu dans une démarche de transfert de connaissances ou même de mobilisation de connaissances. L'idée, je pense, quand on fait de la recherche aussi, c'est pas de faire de la recherche qui est déconnectée de la réalité. C'est important que cette recherche ait un impact social, mais aussi que cette recherche, finalement, elle soit diffusée et utilisée ou mobilisée au-delà de l'université. Donc, c'était ça un peu la démarche qui m'avait convaincu de me dire que de participer à ce podcast-là. Sur la thématique plus spécifiquement en lien avec l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les migrations ou l'asile, je trouvais ce qui était important, c'était aussi de déconstruire une image peut-être qu'on a au Canada sur les questions de migration et d'asile, notamment en lien sur l'homosexualité, où on a souvent tendance à présenter le contexte canadien le Canada, surtout comme un pays chantre des droits LGBTQ, et que c'était beaucoup plus facile pour les demandeurs d'asile qui invoquent des persécutions de ces faits-là d'obtenir l'asile, etc. Mais finalement, quand on fait de la recherche sur ces questions, on se rend compte qu'il y a plusieurs défis auxquels sont confrontées les personnes LGBTQ migrantes, et notamment les personnes réfugiées LGBTQ. Et l'idée, c'était justement, à travers le podcast, de mettre à l'avant ces défis-là, mais aussi de voir comment est-ce que ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'homonationalisme. Donc, finalement, cette idée où les personnes LGBTQ seraient considérées par les autorités asilaires canadiennes comme les bons demandeurs d'asile ou comme les bons migrants. Et l'idée, c'était un peu de déconstruire ça et de voir que finalement, c'est un peu plus complexe que ce qui n'y paraît de prime abord. Merci Ahmed. Je rappelle que ton podcast est en ligne et j'attire aussi l'attention sur l'article que tu avais écrit pour le secteur Vivre ensemble, où tu vas aussi plus loin dans cette réflexion-là sur les réfugiés LGBTQ, le bon plutôt que le vrai. Donc, tu auras droit à une question tantôt qui te viendra de Jean-Charles Saint-Louis. Merci. À toi, Mouloud. Ton micro, Mouloud. C'est un ajustement technique parce qu'Elsa vient de se connecter avec mon nom. Donc, je devais corriger ça. Alors, j'enchaîne. Je me trompe de fenêtre. Il faut que j'ouvre la bonne fenêtre. Voilà. Alors, ma tâche maintenant, présenter donc Elsa Dorlin et la philosophe Elsa Dorlin et le politiste Francis Dupuy-Derry. Donc, Elsa est professeure de philosophie contemporaine à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Francis, il enseigne au département de sciences politiques et à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Très brièvement, parce que le temps nous presse, je vais juste citer 2 publications d'Elsa que je recommande fortement pour les personnes qui êtes là, et puis si vous voulez les faire connaître aussi pour d'autres. Le livre Se défendre, une philosophie de la violence, aux éditions donc Zone, la découverte, plus ou moins, c'est la même chose, je crois, donc en 2017. Fortement recommandé, et bien entendu la matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, toujours à la découverte en 2006. Francis Dupuy-Derry, lui, il produit, mais pour aller vite par rapport à la thématique donc d'aujourd'hui, je vais citer l'important ouvrage qu'il a co-dirigé avec Pascal Dufour, donc Profilage policier, au presse de l'Université de Montréal, donc l'automne dernier, et bien entendu le dernier sur lequel je compte bien entendu revenir avec lui dans le cadre d'un entretien éventuellement pour notre webzine, Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires, donc publié chez Luxe Éditeur. Donc Elsa Dorlin et Francis Dupuy-Derry nous ont donné un entretien autour
thématique que nous avons titrée Le désir d'ordre, deux points, des violences raciales au vétuable. Donc, Francis ou Elsa, celui ou celle d'entre vous qui veut commencer pour 4-5 minutes, dire l'importance de traiter de cette thématique. Bien entendu, dans la conjoncture actuelle, on pose la même question à tout le monde. Francis ou Elsa, celui qui veut débuter, la parole est à vous. Francis. Je peux laisser Elsa y aller, ça va? Voilà. Juste ouvrir le micro, Elsa. Ouvre le micro. Ça veut dire... Ah oui, oui, je n'étais pas autorisée, mais bonsoir, enfin non, bonjour à tout le monde en fait, mais pour moi c'est un peu le soir. Merci beaucoup et je suis très heureuse d'être parmi vous. Et pour restituer un peu ce long entretien à quatre qui s'est déroulé et le plaisir qui a été pour moi d'y participer, c'est aussi un engagement politique qui tient au fait de politiser justement la façon dont on produit du savoir et dont on partage des savoirs et des connaissances et de rappeler la dimension collective en fait de cette production d'outils critiques pour penser le monde tel qu'il s'écroule. Et c'était pour moi très important en fait d'être en dialogue avec Francis, avec Elodie, avec Mouloud et d'être vraiment dans une confrontation, en fait, confrontation, non pas qu'on était en désaccord, mais une confrontation dialoguée pour essayer de déployer une critique notamment du désir d'ordre et de l'État policier contemporain en lien avec le néolibéralisme. Et pour moi, ce qui était fondamental, c'était de produire une approche féministe de l'État et une approche féministe de la police, étant entendu qu'on a souvent tendance en fait à laisser la philosophie politique féministe sur les questions qui seraient des questions en dehors en fait ce que j'appelle le lourd de la politique contemporaine, c'est-à-dire la répression mutilante, mortifère de l'État en lien avec le néolibéralisme. Et donc voilà, j'étais très heureuse de restituer aussi avec Francis, et parce que nos travaux se font écho sur justement la question de la construction contemporaine de la virilité, sur la question de la licéité de la violence et du continuum en fait des violences policières avec le saccage, la brutalité néolibérale et finalement l'autorisation, on va dire, quelle est la fonction dans ce contexte des violences policières et de la répression des mouvements sociaux, comment joue le fait d'être acclimaté à cette violence qui s'exerce de façon frontale sur certaines et certains. Qu'est-ce qui fait qu'on est acclimaté à cette violence ou pas? Comment lutter contre, comment l'éviter, comment se défendre, comment élaborer des techniques d'autodéfense. Et pour moi, ça, ce sont des questions qui sont pensées et pratiquées dans le mouvement féministe radical antiraciste, anticapitaliste. Et c'était pour moi, voilà, c'est depuis là que, en tout cas, je fais de la philosophie. Merci infiniment, Elsa. Donc, Francis? Oui, je vais faire écho à ce que vient de dire Elsa. Donc, ça a été une discussion très intéressante à quatre, donc avec Elodie, Mouloud et Elsa. Donc, c'était un moment précieux pour moi. J'avais accepté aussi parce que quand le Centre Justice et Foi vous demande de participer à quelque chose, vous dites oui. C'est un lieu vraiment intéressant, stimulant. Ce n'était pas la première fois que j'y participais, même sur le thème de la police. En 2009, j'avais publié un texte qui s'appelait « La mondialisation à coups de matraque ». Donc, c'était sur la répression de ce qu'on appelait à l'époque le mouvement altermondialiste, qui, comme vous le savez, à travers les contre-sommets, a été la cible de dispositifs policiers et de maintien d'ordre extrêmement répressifs et qui s'est traduit par des milliers et des milliers et des milliers d'arrestations par ailleurs. Très peu de condamnations, c'est assez particulier d'ailleurs. À Seattle, par exemple, je pense que c'est 98% des personnes qui avaient été arrêtées qui ont eu finalement aucune condamnation. Toronto, la même chose, mais bon. Et puis en 2018, pour dire que ces débats-là ne sont pas tout à fait neufs, Relation avait aussi publié un texte que j'avais signé qui s'appelait « Faut-il désarmer la police ?» Une discussion avec Céline Bello. Donc,
Donc voilà. Par rapport à ce qui se passe au Québec, peut-être plus précisément, moi, c'est un peu je ne sais pas si c'est une erreur, mais en fait, j'étais tout à fait, d'un point de vue sociologique, destiné à ne pas m'intéresser à la police, puisque je suis blanc, évidemment, et j'ai grandi dans une banlieue, les banlieues de Montréal, tout à fait chic et tranquille et de classe moyenne aisée, pour vous dire à quel point la police n'avait rien à faire, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elle ne n'épluchait pas nos relevés d'impôts pour voir la corruption. Elle passait la nuit pour voir si dans les driveways, donc dans les entrées des bungalows, les voitures bien stationnées étaient bien verrouillées. Et donc, elle donnait des contraventions aux voitures qui n'étaient pas verrouillées. Vous voyez le niveau de problème. Et donc, la police était vraiment là pour nous surveiller et n'était pas du tout perçue comme une institution répressive, bien au contraire. On croyait au slogan « surveiller et servir ». Mais plus tard, j'ai fait des rencontres heureuses qui m'ont permis de voir le monde autrement. Ça m'a fait le plus grand bien. Et donc, je me suis retrouvé justement dans ce mouvement intermondialiste. Je me suis retrouvé à militer avec le collectif opposé à la brutalité policière qui organise les manifestations du 15 mars contre la police, contre la répression policière. J'ai été dans des contre-sommets où il y avait de la répression et puis évidemment, très rapidement, j'ai pris conscience aussi des profilages raciaux et sociaux qui font que les pires violences policières au Québec, ben, elles touchent surtout les jeunes hommes afro-américains, afro-québécois, les autochtones, aussi les pauvres, souvent aux prises avec des enjeux de santé mentale. Et on envoie la police pour gérer des crises psychotiques, par exemple. Et à la fin de l'intervention, ben, la personne est morte. Et tout ça, évidemment, la police fait ça en toute impunité, donc c'est un désastre. Il y a eu dans les dernières années, au début, il y avait presque personne en sciences politiques. En fait, moi, je viens de la science politique, en sociologie ou en criminologie. Évidemment, c'est des problématiques qui intéressent les collègues. En sciences politiques, on s'intéresse beaucoup à la guerre, aux bombes atomiques, aux grands enjeux géostratégiques, mais la police, on n'y pense pas. Mais dans les dernières années, en fait, il y a eu des collègues qui ont commencé à s'y intéresser de plus en plus, donc c'est bien. Il y a des personnes qui nous ont malheureusement quittés. Je pense à la juriste Lucie Lemonde, qui a beaucoup travaillé sur ces enjeux-là, qui est partie malheureusement récemment. Des avocats aussi très importants qui ont défendu, souvent avec très peu de moyens. Des fois, on avait l'impression de se retrouver dans des films américains dans le sud des États-Unis avec un avocat dans son sous-sol qui essaye de défendre les justes contre le système. Donc, je pense à Denis Poitras, Denis Barrette, Natacha Besmas aussi, qui était une avocate qui est malheureusement décédée très jeune et qui voulait justement mettre en dialogue les problématiques de profilage racial, profilage social et profilage politique. C'est elle une des premières qui a organisé des événements là, où on se retrouvait avec des gens de Montréal-Nord, des gens de différentes communautés à essayer de croiser les expériences et à réfléchir ensemble. La Ligue des droits et libertés, évidemment. Et donc, bref, et donc tout ça, ce balado, il sort, évidemment, je pense, aujourd'hui, évidemment, ça fait un peu bizarre, je fais de la publicité pour mon propre balado, là, mais c'est ce que Mouloud nous a demandé de faire, donc on écoute ce que Mouloud nous demande de faire. Mais tout ça, évidemment, sort à un moment donné où, comme vous le savez, au Québec, en ce moment, c'est un peu la compétition à qui demande le plus de police et à qui demande le moins d'immigration, d'ailleurs. On dirait que ça va ensemble. On est en campagne électorale et donc les solutions, vous savez, c'est toujours plus de police, toujours plus de police. Donc le titre du balado est intéressant à ce sujet, c'est le désir d'ordre. Et je pense que c'est ça qui s'exprime en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution, même si les mouvements sociaux, et c'est intéressant, même si ça fait des années que les mouvements sociaux comme Black Lives Matter demandent un définancement de la police, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est un refinancement de la police ou un refinancement de la police, ça n'a jamais été définancé. En fait, vous avez remarqué qu'en période d'austérité, le seul corps de métier qui n'est pas définancé et qui ne subit pas l'austérité, c'est toujours les corps policiers. Mouloud essaie de me censurer comme d'habitude et donc je vais me taire. On ne peut plus rien dire de toute façon. Il y a une panique à l'université, bien entendu, sur Zoom. Merci beaucoup, Francis. Merci d'avoir restitué cette histoire et les hommages tout à fait idoines. C'est tout à ton honneur. J'apprécie infiniment parce que c'est une lutte qui a une histoire et puis tu as fait honneur donc aux personnes qui ont fait partie, donc qui s'inscrivent dans ce sillage. Élodie, à toi pour la suite. Oui, merci Francis Dupidéry, merci Elsa Dorlin et Ahmed Amila. Évidemment, je vous encourage fortement à envoyer vos questions à Mouloud.
qui seront posées à nos 3 personnes ressources. Mais avant cela, je vais demander à Jean-Charles Saint-Louis et à Thibaut Camara d'ouvrir leur micro pour justement commenter ces 2 podcasts que nous leur avons demandé d'écouter et de poser aussi une question justement pour animer la discussion. Jean-Charles Saint-Louis, ses travaux portent en fait, il s'intéresse beaucoup à la montée des pratiques et des discours néolibéraux sur le contrôle et la sélection des personnes migrantes, de même qu'au contre-récit du nationalisme et de l'État au Canada et au Québec. Il a été chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal et chargé de cours en sociologie à l'UQAM. Nous avons aussi eu un entretien avec lui autour d'un podcast, Les mirages de l'arrimage économique, qui faisait aussi suite à son texte qu'il avait publié dans le 3e recueil du secteur, Gestion du travail migrant en régime néolibéral, et son texte s'intitule Citoyenneté conditionnelle et privilèges, les mirages de l'arrimage économique. Quant à Thibaut Camara est à l'origine de l'organisme Le Québec, c'est nous aussi. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias à une certaine époque, la lutte contre le PEC. Et son organisation défend les droits des personnes immigrantes et travaille aussi à porter leur voix et à créer des ponts avec la société québécoise. Donc, Sylvain va vous partager aussi le lien qui mène à leur site pour découvrir ce qu'ils font. Donc, Jean-Charles Saint-Louis, Thibaut Camara, c'est à vous pour 4 minutes chacun environ. Voilà. Allô, allô. Merci pour l'invitation. Je vais juste souligner que c'est un travail vraiment important que le secteur Vivre ensemble, qu'Élodie, Mouloud et Julien ont fait avec cette série de podcasts. Je pense que c'est rare on a accès à des échanges comme ça, sincères, humbles et qui essaient de vraiment d'éclairer des choses, des problématiques importantes. Donc, c'est rare qu'il faut en profiter. Pour ce qui est d'entretien avec Ahmed Amila, j'ai trouvé ça fascinant. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai compris qu'Ahmed devait se rendre en salle de classe d'ici 10 minutes. Donc, je vais essayer de faire vite, mais j'ai pris vraiment plein de notes. C'est un entretien fascinant. De mon point de vue de personne, disons, intéressée, mais qui s'y connaît peu, j'ai trouvé que c'était vraiment un entretien qui éclairait de manière particulièrement claire, particulièrement nuancée, des questions qui sont souvent vues comme complexes et abstraites, qui sont liées aux violences et aux rapports de domination, qui sont, disons, au creux, si on veut, des pratiques de contrôle des personnes LGBTQI+, qui fuient la persécution. Je pense que c'est un travail qui est important parce qu'on remet peu en question, disons, à l'extérieur de cette salle virtuelle, le bien fondé, la bienveillance des politiques qui sont dites d'accueil en général, mais aussi c'est certainement le cas pour les personnes LGBTQI+, en particulier. Il y a peu de remise en question, d'après moi, de ces pratiques et de ces politiques comme telles, certainement peu de réflexion sur la manière dont elles participent de rapports de pouvoir qui reproduisent le colonialisme, le racisme et plus généralement, disons, les inégalités, la domination à l'échelle mondiale. Il y a vraiment plein de choses, comme je disais, qui sont fascinantes dans l'entretien. Une des violences que Mme Amila fait particulièrement bien ressortir, je dirais, c'est celle qui consiste à devoir mettre en récit, si on veut, son expérience et se présenter d'une manière qui puisse s'inscrire dans l'imaginaire et dans les catégories des institutions hautes. Ça, c'est quand même vraiment important. C'est une démarche qui, pour les personnes qui demandent l'asile, est éprouvante, intrusive en soi, mais aussi qui demande surtout à ces personnes-là de faire violence, souvent à leur propre trajectoire, à leur propre conception d'elles-mêmes, dans le but que leur dossier soit validé, soit accepté, si on veut. Et bon, je vais vite, mais à la fin de l'entretien, il y a une idée importante sur laquelle j'aimerais entendre davantage Ahmed. Il est d'abord question de soustraire, si on veut, les enjeux qui entourent la persécution des personnes LGBTQI+, à l'homonationalisme, c'est-à-dire de lutter contre l'instrumentalisation de ces persécutions-là par les nationalistes, par les États occidentaux, disons. Puis comme je disais, c'est particulièrement clair, une question complexe dans l'entretien, comment ça se produit. Puis c'est aussi question des limites concrètes des pratiques d'évaluation des demandes par rapport aux savoirs qui sont produits, soit par les personnes concernées, par les organismes militants, aussi par la recherche, qui serait à même d'inspirer des pratiques qui seraient plus appropriées, si on veut, par rapport au vécu des personnes concernées. Puis je me demandais quel lien on pouvait faire entre ces deux niveaux-là, si on veut, c'est-à-dire d'une part entre
le mot nationalisme courant, presque banal, puis les systèmes de domination aussi auxquels ils participent d'un côté, et de l'autre, l'espèce, je ne sais pas, d'ignorance, là, pour prendre un concept que je ne maîtrise pas, mais que je trouve intéressant, qui règne sur le terrain, si on veut, quant aux réalités des personnes LGBTQI plus migrantes. Puis aussi, quelles étaient peut-être les principales voies de lutte pour ébranler les pratiques qui ont cours présentement dans le contexte canadien. Merci Jean-Charles. La question est claire pour Ahmed. Bonsoir, bonjour tout le monde. Franchement, quel honneur et quel privilège d'écouter ces podcasts un petit peu en avance, puis j'envoie vers la plateforme. Vous savez qu'ils sont déjà postés, hein. Ils sont donc ceux qui voudront les écouter, ils existent déjà, puis ils sont déjà sur la plateforme. J'ai cru les voir hier soir, mais je me sentais vraiment choyé de pouvoir écouter ça en avance. Pendant mon congé de parentalité. Donc, je remercie vraiment Mouloud et Elodie de m'avoir fait confiance sur ces outils-là. Alors, je suis peut-être pas forcément le plus grand intellectuel autour de la table, mais moi, ce qui m'a marqué pour quelqu'un qui est plus ancré sur le terrain, c'est que c'était vraiment un outil pour outiller nos luttes, ce podcast-là. Outiller nos luttes de concepts mûris et réfléchis afin de sortir et d'incarner le savoir que vous maîtrisez d'une façon accessible. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant, à la fois dans ce que disaient Elsa ou Francis. Et puis, ça me permettait aussi de relire et de comprendre nos forces, nos angles morts et les positions de privilège qu'on peut avoir. Puis, comme disait Ahmed, c'était aussi la façon de documenter nos luttes, de créer un discours alternatif sur ce qu'on fait. Même si c'est minoritaire, c'est important de mobiliser les connaissances et nos savoirs. Par rapport au podcast, il y a vraiment deux notions, alors une chacun, que j'ai ressorti. Alors, pour Elsa Dorlin, c'était l'idée qu'elle argumente autour de la délégitimation de nos moyens d'expression. Puis ça, c'était assez pointu et assez intéressant, surtout quand on est dans les luttes pour les personnes migrantes, comme quoi une partie de l'espace public ou une partie des moyens d'expression démocratique parfois nous a été soustrait parce qu'on n'est pas la bonne catégorie. Et ça, je trouvais ça vraiment important quand on fait les parallèles avec le double standard. Vous imagineriez jamais des immigrants bloquer le pont Champlain, mais quand ça arrive à des écologistes, bah, c'est différent. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et pour Monsieur Francis Dupuy-Derry, c'était toute la notion de comment on organise et on expérimente le conflit dans nos réseaux lorsque la justice et la police, donc les moyens de l'État, sont des recours impossibles. Et il développe pas mal autour de ça. En même temps que nous sommes déjà des cibles, ben, nous avons aussi des moyens à créer pour justement créer la justice sans faire appel à ce système de justice et à la police. Et donc, moi, j'aurais une question qui s'orienterait par vous deux, c'est quels seraient les outils de relégitimation des moyens de lutte pour nos communautés et nos enjeux? Merci infiniment. Je vais peut-être donner la parole à Ahmed pour qu'il réponde à Jean-Charles parce qu'il doit quitter. Et ensuite, Francis et Elsa pourraient réagir. Ahmed Hamila, il faut juste allumer le micro. On n'entend pas, il faut allumer. Ah, les joies du Zoom. Est-ce que c'est toi, Sylvain, qui doit l'autoriser? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. OK, oui, c'est ça, j'avais pas accès j'étais pas autorisé à ouvrir mon micro. Donc, est-ce qu'on m'entend bien là maintenant? Oui. Oui, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Jean-Charles, pour la question. Je suis désolé, j'ai raté un peu le début de l'intervention parce que j'ai eu un problème technique avec mon Zoom, mais j'ai réussi à avoir la question. Donc, merci beaucoup pour la question. En fait, c'est ça, pour revenir brièvement sur ce que j'essaie de montrer dans mes recherches, mais aussi dans le balado, c'était de démontrer justement comment est-ce que les agents qui sont chargés du traitement des demandes d'asile, ils essayent de rentrer les parcours des personnes LGBTQ migrantes ou demandeuses d'asile dans ce cas-là, dans des cas spécifiques, dans des catégories spécifiques, qui la plupart du temps
ne répondent pas en fait au parcours de ces personnes-là, ce qui fait qu'en fait, ils essayent à travers ces catégories fixes, mettre en place, à travers ces catégories fixes, essayer de rentrer des réalités sexuelles et de genre qui, par définition, sont fluides et mouvantes. Et c'était ça un peu tout le paradoxe du traitement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et en faisant ça, bien évidemment, les agents cherchés du traitement des demandes d'asile, ce qu'ils font, ils s'appuient en créant ces catégories-là, ils s'appuient sur des conceptions occidentalisées, ethnocentrées, en fait, de ce qu'est l'identité de genre et l'orientation sexuelle, pour juger des demandes d'asile de personnes qui, pour la plupart du temps, ne viennent pas, qui viennent des pays du Sud. Et donc, là encore, il y a un certain hiatus qui contribue, en fait, à ce que s'expliquait un peu Jean-Charles, l'homonationalisme, et donc à créer, en fait, une distinction entre, d'une part, des pays du Nord, soi-disant plus ouverts aux droits des minorités sexuelles, etc., et d'autre part, des pays du Sud où il y aurait des persécutions envers les minorités sexuelles, etc. Mais comment, pour revenir à la question plus spécifiquement, et comment on fait justement dans nos luttes pour dépasser à la fois l'homonationalisme en tant que structure, en fait, mais aussi pour dépasser, en fait, ces pratiques-là qui sont de traitement des demandes d'asile. Donc, une première stratégie, c'est d'abord de revenir à l'histoire et en fait à l'histoire de la colonisation tout simplement. Parce que si on a des persécutions qui sont liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans la plupart des pays d'où viennent les demandeurs et les demandeuses d'asile, qui invoquent ces persécutions-là, c'est parce qu'il y a eu des pays qui ont colonisé ces pays-là et qui ont imposé des lois coloniales qui ont criminalisé en fait l'homosexualité. Donc la plupart des lois qui criminalisent l'homosexualité actuellement dans ces pays-là, elles sont héritées de lois coloniales. Donc finalement, c'est juste c'est la conséquence directe de ces lois coloniales si aujourd'hui on fait face à des personnes qui sont persécutées dans ces pays-là et qui demandent l'asile sur ces bases-là. Donc en rappelant cette histoire-là, ça revient à justement ça revient à finalement déconstruire le fait qu'il y a d'un côté des pays du Nord qui sont pour les droits LGBT, pour le dire vite fait, et de l'autre des pays du Sud qui sont contre les droits LGBT, parce qu'on se rend compte que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Un autre élément par rapport justement plus spécifiquement au traitement des demandes d'asile et comment on fait spécifiquement pour ne pas tomber dans ces écueils-là qui mènent à l'homonationalisme. En fait, ce que j'explique, c'est qu'il faut arrêter d'essayer d'évaluer la crédibilité des demandeurs d'asile qui évoquent l'orientation sexuelle, des persécutions du fait de l'orientation sexuelle et l'identité de genre sur le fait que ces personnes soient réellement homosexuelles ou pas. Parce que la Convention de Genève, qui est la loi l'instrument international qui régit le droit des réfugiés, on a plusieurs critères, et dans la plupart des critères pour obtenir l'asile, et dans la plupart de ces critères-là, finalement, ce qu'on essaye de déterminer, c'est vraiment le parcours de la personne et d'évaluer finalement factuellement la crédibilité de sa personne en posant des questions sur des dates clés, sur des événements clés qui se sont passés, etc., pour les demandes d'asile sur base de l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est l'un des seuls motifs où on ne passe pas par ce processus-là, où on essaye d'évaluer des éléments factuels, etc., mais où on essaye vraiment d'évaluer si la personne est, par exemple, homosexuelle ou pas. Mais il n'y a bien évidemment aucune manière de déterminer si une personne est homosexuelle ou pas, à part en fait l'auto-identification de cette personne. Donc, les autorités d'asile, ce qu'elles doivent faire, c'est de se déplacer, enfin, changer un peu le paradigme dans lequel elles se placent quand elles essayent d'évaluer la crédibilité de ces requérants-là. Et au lieu d'essayer d'évaluer si une personne est réellement homosexuelle ou pas, par exemple, elle doit plutôt se concentrer sur des éléments factuels, comme on le fait déjà en fait pour les autres motifs d'asile, mais qui ne se fait pas en fait pour ce motif d'asile-là en particulier. Donc, c'est deux stratégies qui permettent de lutter contre ces écueils-là dans le traitement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Merci beaucoup. Donc, Francis et Elsa pour la question qui vous a été posée par Thibault. Je peux y aller en premier parce que je pense qu'Elsa a des meilleures réponses que moi, donc elle ajouterait que ça va être plus optimiste. Moi, je suis
Quand on parle de la police, moi, je suis plutôt, en fait, en général, je suis plutôt pessimiste. Donc, quand on parle de la police, je suis encore plus pessimiste si on nous parle des outils de légitimation des luttes pour nos communautés. Lutter contre la police, je trouve que c'est quelque chose de vraiment difficile. Et penser à la justice dans le sens positif, pas le système de justice, mais la justice entre nous, dans le respect de la dignité, l'égalité, l'équité, la liberté, la sécurité, mais au sens où tout le monde doit pouvoir vivre en sécurité physique et psychologique, pas la sécurité dans le sens avoir plus de police. C'est difficile justement parce qu'en fait, dans nos esprits, mais aussi au niveau institutionnel et au niveau du système, vous connaissez sûrement l'expression de Max Weber, donc l'État, c'est le monopole de la violence légitime, et d'une certaine manière, par rapport à la police, c'est ce qu'on a dans nos têtes. Évidemment, il y a d'autres personnes qui exercent de la violence. Il y a les féminicides, par exemple, donc apparemment, il y a bien des hommes qui pensent qu'ils ont le droit de tuer leur conjointe quand on les quitte, par exemple. Donc, l'État n'a pas le monopole de la violence dans ce sens-là, mais c'est dans nos têtes. C'est dans nos têtes. C'est très difficile de penser ces questions-là appelons ça de sécurité, sans la police. Et à ce titre-là, je me permets de dire quelque chose, même si je suis très critique de la police et je rêve éventuellement d'un monde de société sans police. D'ailleurs, on l'explique, là, ça a existé hein, quand les Français sont arrivés ici. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de prison. Il y avait des conflits. Ça ne veut pas dire que les peuples autochtones ici étaient totalement pacifiés, harmonieux et sans tension, sans conflit, sans violence, mais ils géraient ça autrement, de façon plus collective, sans une institution au-dessus de la société, qui se pense au-dessus de la société et qui intervient comme ça. Mais maintenant qu'on a cette police, moi, je ne reprocherais à personne, par exemple, je ne reprocherais pas à une femme qui se sent menacée, par exemple, de porter plainte à la police. Si elle pense que c'est ça qui peut même lui sauver la vie, c'est pas l'idée de critiquer la police ou d'abolir la police, c'est pas de dire qu'on ne peut pas s'en servir éventuellement, même si la police, en général, elle sert plutôt les classes favorisées au détriment des classes défavorisées. Mais on peut quand même explorer, ça a été fait, des pratiques de justice entre nous sans l'utilisation de la police. Je pense qu'il faut essayer de penser à ça. Elsa a aussi publié un livre là-dessus, Se défendre, par exemple, où on montre que ah ben voilà, Mouloud fait de la publicité. Comment dans l'histoire des mouvements sociaux, dans l'histoire de la vie communautaire, il y a des pratiques où on n'a pas recours à la police, où on essaye ça c'est très bien, où on essaye de se défendre contre la police, mais on voit avec des mobilisations comme Black Lives Matter que c'est pas facile. La police est très efficace. Elle est très efficace au niveau pour tenir la rue, évidemment. C'est pas une question de guerre civile là, dans ce cas-ci, mais elle est très efficace pour tenir la rue lors de manifestations turbulentes. Et puis, elle est très efficace pour peser sur l'opinion publique. On voit bien que quand des groupes disent il faudrait mettre moins d'argent dans la police, en fait, il y a un tir de barrage, mais même de la police elle-même. Et là, le haut commandement de la police s'entend très bien avec la fraternité de la police, avec le syndicat de la police. Le syndicat de la police va sortir dans les médias pour dire c'est absolument inadmissible, c'est irresponsable, c'est dangereux. Et la police nous emmène, évidemment, quand on a affaire avec la police nous emmène dans un lieu tout à fait désagréable. Je suis désolé pour les juristes dans la salle, mais tout à fait désagréable, qui sont les tribunaux. Les tribunaux, c'est un endroit, c'est atroce, c'est affligeant. On est totalement aliéné. Là, même moi, si j'ai un bon niveau d'éducation, je me sens écrasé par le système qui parle son propre vocabulaire, qui a sa propre logique, où il n'y a aucune liberté d'expression par ailleurs. On parle quand on vous pose des questions, puis si on ne vous pose pas de questions, vous ne pouvez pas parler. Et donc, tout ça, c'est des processus d'aliénation, de dépossession, de désempowerment, si on peut dire ça comme ça, de nos communautés et avec des forces extrêmement puissantes de l'autre côté. Merci infiniment. Donc, maintenant que j'ai déprimé tout le monde, je laisse Elsa remonter le moral des troupes. Des troupes. Ben, merci beaucoup pour ces commentaires et je suis un peu embêtée parce que moi, je comptais sur Francis pour remonter le moral de tout le monde parce qu'en ce qui concerne la problématique de
la légitimité et comment penser la relégitimation de nos moyens de lutte. Je pense que ça, c'est probablement une voie sans issue. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le concept de légitimité en essayant de montrer que, justement, dans une histoire des luttes prolétaires, des luttes afrodescendantes, décoloniales, féministes, radicales, il y a de toute façon un soupçon premier sur la question de la légitimité, sur qui est légitime ou qu'est-ce qui est légitime, parce que le concept de légitimité a été construit autour d'une définition du sujet moderne qui de toute façon excluait un certain nombre de groupes sociaux. Et cette définition du sujet moderne est plutôt ancrée sur concrètement un être masculin, blanc, bourgeois, voilà, et au fond qui est le seul légitime à s'exprimer dans l'espace public, qui est le seul légitime à apparaître et à être reconnu dans cet espace public en tant que citoyen, dans son droit par exemple à circuler, dans son droit de se déplacer, dans son droit, etc. Donc, il est conforté dans cette définition moderne. Donc, moi, je suis très, très sceptique sur la question de la légitimité. En revanche, ce dont on peut parler, c'est que ce que l'on observe finalement dans cette 20 dernières années, pour prendre une toute petite séquence historique, c'est un processus de criminalisation des moyens d'expression politique et des manifestations sociales de contestation. C'est-à-dire que l'espace public, au fond… Excusez-moi, j'ai mon chien. J'espère que ce n'est pas un chien policier, quand même. Moi, j'ai un chat. Il n'y a pas de… Donc, mon chien me rend illégitime à parler, ou alors c'est moi qui vais user de mon autorité pour le faire taire. Donc, ouais, on s'en sort pas. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que… Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Alors, pendant que je ramasse les deux questions du public, essayez de gérer ça. Il y a deux questions, Francis et Elsa, qui ont émané depuis le chat. La première, donc on te demande, Francis, quant à ce désir d'ordre que tu as abordé tout à l'heure, la personne te dit que c'est un désir qui n'est pas spontané, qui est entretenu, qui est politiquement produit. Donc, est-ce que tu pourrais développer un peu sur ces mécanismes de production de ce désir d'ordre à partir, par exemple, de l'expérience québécoise? Donc, la production de ce désir d'ordre, ça c'est le premier élément. L'autre question, et ce sera la dernière pour vous deux, c'est le rapport entre médias et police. Quand la police est en difficulté, vous voyez dans les médias, bon, bref, en tout cas, les médias, il y a un parti pris sur la question de la police qui est évident. Comment est-ce qu'il peut s'expliquer? Quel type de sociologie du milieu médiatique faut-il se livrer pour essayer de comprendre ces accointances idéologiques avec l'idéologie dominante qui est celle aussi du désir d'ordre, qui est une certaine idée du maintien de l'ordre, qui est une certaine idée du système judiciaire, tout ça. Donc, la diade idéologie dominante, médias et police. Donc, voilà les deux questions qui vous sont posées. Donc, je les répète, la production de ce désir d'ordre et le rapport entre les médias et la police. Si vous pouvez livrer votre réflexion en 3 minutes chacun brièvement. Merci. Très, très rapidement, il y a un enjeu de classe, évidemment, de catégorie sociale. Les catégories supérieures, les classes sociales aisées, elles ont l'impression, et c'est déjà le philosophe libéral Adam Smith qui le disait, hein, la police, elle est créée dans la modernité, elle est créée en Occident, selon Adam Smith, pour permettre aux bourgeois de dormir la nuit, parce que le bourgeois a peur des pauvres. Et dans nos sociétés inégalitaires, le problème pour le bourgeois, c'est qu'il y a plus de pauvres que de bourgeois. Et donc, il lui faut bien une protection. Et c'est pour ça, selon Adam Smith, hein, pas selon un marxiste ou un anarchiste, Adam Smith, que la police est créée. Et donc, c'est la logique du watchman, du gardien de nuit.
Et donc, pour les classes supérieures, c'est logique, on n'a pas besoin de créer le désir d'ordre. Il est intégré à notre position sociale. On tient en haut parce qu'il y a l'ordre et il y a la police, sinon on ne tiendrait pas. C'est pour ça que quand je discute avec mes camarades sur la possibilité d'avoir un monde sans police, je dis d'abord, il faut avoir un monde sans capitalisme, sans bourgeoisie, et sans racisme et sans colonialisme. Et après, on pourrait abolir la police. Tant qu'il y a ça, la police va être là. Donc, ça, c'est la première chose. Puis après ça, on a et même en sciences politiques, hein, chez nous, c'est très, très, très compliqué d'imaginer un monde sans État et donc sans police. Les politologues c'est au-dessus de nos forces, là. Et on connaît très mal l'histoire et l'anthropologie même d'ici. C'est ce que j'ai dit en commençant, là, on pense que c'est simplement impossible, que c'est ce qu'on appelle une utopie. Et donc, on pense même que l'humanité est incapable de vivre sans police et sans État. Donc, ça, c'est embêtant. Et je vais finir avec ça parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais il faudrait faire une analyse fine. Mais le métier de police, même si évidemment les sondages de Statistique Canada, et on a la même chose aux États-Unis, et j'imagine qu'on aurait la même chose en France et ailleurs, montrent très bien que selon la catégorie à laquelle vous appartenez, vous avez plus ou moins confiance à la police. Donc moi, je suis dans une catégorie qui a très confiance à la police, mais si vous demandez à la population afro-québécoise, par exemple, la confiance en la police baisse. Ça ne veut pas dire que tous les afro-québécois se méfient de la police, mais tendanciellement, on sent plus une menace qu'une force de protection. La même chose, évidemment, surtout après le 11 septembre aux États-Unis, 2001, pour la population que je vais appeler arabo-musulmane. C'est vraiment un concept un peu fourre-tout, mais qui a bien compris que les autorités policières, et là on pourrait revenir aussi aux enjeux de Homeland Security des douaniers, c'est pas pour les protéger. Mais je termine avec ça parce que c'est important pour moi. Il y a une propagande pour la police et une culture policière dans nos sociétés qui est absolument hallucinante et effarante. Je parle de toutes les séries policières, documentaires, de fiction, de télé-réalité, de journalistes qui accompagnent la police. Je ne sais pas si vous écoutez la télé, je sais qu'il n'y a plus personne qui fait ça. Là. Moi, j'ai encore un peu de télé, il est en couleur quand même, mais chaque soir qu'on allume la télé, qu'on passe de chaîne en chaîne, on a toujours des émissions sur la police, que ce soit des documentaires, etc. Dans les librairies, il y a des... Et donc, j'ai déjà écrit un truc là-dessus où je dénonçais le fait que le métier de police, c'est celui qui est le plus représenté dans la culture. Là, il n'y a pas de métier qui est plus représenté que ça. Des fois, c'est des policiers corrompus, pas corrompus, des jeunes, des vieux. Les policiers, quand ils sont à la retraite et quand ils sont en voyage de noces, ben, ils font encore des enquêtes puis ils sauvent encore le monde. C'est incroyable. Et donc, on est bouffé par ça. Et même mes amis progressistes qui ont lu cette chronique m'ont reproché de critiquer en disant, ben non, mais il y a The Wire, il y a des bons films policiers, puis il y a des bons romans policiers et tout. Puis je dis, oui, mais c'est l'ensemble. Ça nous pourrit la tête, quoi. Et donc, c'est impossible d'imaginer un monde sans police. Et donc, ça, c'est le désir d'autorité, c'est le désir d'ordre, c'est le désir de la matraque. C'est Francis Elsa, je m'excuse de vous avoir coupé tout à l'heure. La parole est à vous. Oui, sur cette question-là, mais c'est aussi, ça rejoint la question de tout à l'heure sur les processus de criminalisation. De toute façon, des mouvements de contestation ou de toute conflictualité sociale, à partir du moment où vous criminalisez des militants, des mobilisations, que vous interdisez par exemple l'espace public à l'expression justement de demandes de justice, de demandes de vérité et justice, notamment dans le cadre des exactions policières ou de revendications sociales. En fait, la criminalisation implique de délégitimer non seulement au fond, une position sociale et politique, mais aussi les groupes qui portent ces revendications et de les désigner comme potentiellement des perturbateurs d'ordre, des criminels, des sauvageons, etc. Donc, il y a tout un processus qui fait que de discipline, au fond, non seulement du mouvement social, mais aussi du langage dans lequel se dit la politique. Et aujourd'hui, ce qui est politique est réduit à peau de chagrin puisqu'on nous enjoint juste de mettre un bulletin dans une urne et on nous dit, voilà, vous avez agi politiquement. Et tout le reste n'est plus que criminalité, n'est plus que délit, n'est plus que, en tout cas en France, notamment avec ce qui s'est passé sur la loi sur le séparatisme et la dissolution de collectifs
de lutte contre l'islamophobie, eh bien, c'est non seulement un collectif, c'est non seulement un certain nombre de mobilisations et de luttes contre les discriminations islamophobes qui passent du côté, oui, du délit, mais c'est aussi même un terme qui devient une insulte à la République. Donc, voilà, ce qu'on essaye aussi d'insuffler à tous ces niveaux, à la fois légal, à la fois en termes de vraiment de constitution de l'espace public, mais aussi de discours, de langage politique. C'est vraiment l'idée d'une sorte de pacification de la société, d'invisibilisation aussi des antagonismes, c'est-à-dire tout ce qui consiste dans le conflit devient une source en fait de danger ou de menace pour l'ordre public ou pour la nation. Et troisième chose qui est hyper important, c'est que au fond, lorsque vous ne cessez de représenter, on a parlé évidemment de la culture populaire, mais dans les images récurrentes de personnes racisées qui sont systématiquement représentées comme des illégaux, par exemple, ou comme des personnes qui sont dans les quartiers populaires, à la télé, on les montre sur les images comme ayant incendié une voiture de police. Et ben, en fait, vous créez un imaginaire et une syntaxe raciale, coloniale, qui induit que, en fait, les autres, ceux qui regardent, deviennent non seulement des témoins inquiets de savoir si leur voiture ne va pas brûler, mais qui demandent plus de répression. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte aussi de production d'un désir au sens vraiment de jouissance pour en fait la violence faite à autrui. Merci Elsa. Élodie? Oui, merci beaucoup Elsa Dorlin, merci Francis Dupuy-Derry et Ahmed Amila qui a dû nous quitter évidemment. Votre propos est tellement intéressant que j'encourage fortement, si vous voulez saisir la suite de ce propos-là, d'aller écouter justement ces podcasts. Je vais demander à mon collègue Sylvain Bouchard, qui s'occupe de toute cette logistique, maintenant de nous faire jouer un extrait de l'échange d'Elsa Dorlin et de Francis Dupuy-Derry. C'est l'idée que la colonialité du pouvoir, de la violence d'État, elle n'est pas quelque chose de résiduel. Elle est quelque chose, en fait, qui, au contraire, s'amplifie dans la période contemporaine et par le néolibéralisme, et qu'au fond, c'est la voie royale, c'est la voie la plus expérimentée, celle sur laquelle l'État a le plus de savoir-faire historique et qui est, dans une certaine mesure, déployée sur des populations qui jusqu'ici se pensaient épargnées de cette violence et qui, de ce fait, continuaient à désirer plus de police et à fermer les yeux sur ce que pouvait faire la police en bas de chez elle ou à quelques rues ou derrière le périphérique des grands centres urbains. J'avais vu une caricature au sujet des politiques d'austérité qui montrait en fait des policiers qui tabassaient des manifestants et qui disaient si vous avez peur de l'austérité, ne vous inquiétez pas, il y a un service public qui ne sera jamais coupé, c'est la police. On en met toujours plus, on met toujours plus d'argent. Donc, si vous voulez écouter la suite, je vous invite à vous connecter et aller sur le site du Sans Justice et Foi, Secteur Vivre Ensemble pour écouter. Donc maintenant, on va passer à l'autre partie. Évidemment, on a parlé de la police. On a aussi parlé de criminalisation. Là, je vais passer la parole à 3 autres personnes qui ont pris part à 2 podcasts. Il s'agit d'Abdoul et de Safa Chebi, qui sont membres de Solidarité sans frontières, et Polide, sociologue, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Je vais demander à Safa, évidemment à Abdoul, d'ouvrir leur micro et à Polide, évidemment,
de nous dire justement l'importance d'avoir participé à ces entretiens et surtout quel est l'intérêt de traiter de ces enjeux de carcéralité migrante, contrôle du corps, racisme dans une société post-raciale. Je rappelle, pour présenter Abdul, Safa et Polyd, que Abdul est membre de Solidarité sans frontières. Il a traversé la frontière pour rejoindre une partie de ses proches en 2017 et il a fait des études en informatique de gestion. Et Safa Chibi, qui est militante décoloniale et candidate à la maîtrise en sociologie à l'UQAM, elle est membre active au sein de groupes sociaux, dont de Solidarité sans frontières, et aussi présidente de l'organisme Alternative et cofondatrice de l'Observatoire des inégalités raciales au Québec. Quant à Paul Hyde, il est professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal et il est l'auteur de nombreux articles et études pour le compte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Ses études et ses avis qu'il a publiés portent sur différentes formes de discrimination ciblant les minorités racisées issues de l'immigration, notamment dans l'accès à l'emploi. Donc, Abdul, vous avez 4-5 minutes, Safa aussi, et ainsi que Polyd. À vous la parole. Allô? Oui, vas-y, Abdul. Est-ce qu'on m'entend là? Bonjour. Oui, on t'entend. Oh oui, bonjour encore. Merci de nous avoir invités, de m'avoir invité à moi. C'est un grand plaisir d'être avec vous encore une fois, même si qu'on se retrouve pour une malheureuse histoire et que les faits en général n'ont pas changé. Moi, quand je parle, c'est plutôt de d'incarcération quand on parle de matière d'immigration que moi-même j'ai vécu et que j'ai eu à lutter contre et que je fais toujours. On lutte toujours contre des pratiques qui sont au moins inhumaines, on peut les appeler comme ça parce que c'est en réalité c'est les migrants en général, c'est des demandeurs d'asile, c'est des étudiants, c'est des femmes, des enfants qui sont vus d'un certain œil et puis qui sont traités d'une façon vraiment injuste. Donc moi, c'est vraiment un plaisir de venir partager ici, mais surtout aussi encore une occasion de ressonner l'alarme pour dire que nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis immigrants, ils sont pas bien traités et que c'est vraiment temps de faire une petite réforme ou une grande réforme pour pouvoir au moins adoucir les choses pour les gens comme ça. Donc, je vais un peu laisser la parole aussi à mes autres compatriotes, collègues, pour dire un mot de bonjour peut-être. Merci Abdul. En tout cas, moi aussi, je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Centre Justice et Foi et plus particulièrement Mouloud, Élodie et Julien pour ce beau projet si enrichissant. Je pense aussi que ce projet vraiment a été lancé dans un contexte très intéressant avec la campagne électorale qui ne cesse de marquer des points politiques sur le dos des migrants et aussi en transformant un peu cet enjeu à une médiocre guerre de chiffres et des statistiques abordées uniquement d'une perspective purement économique. Je pense que ce podcast, peut-être, ça permettrait au moins de voir les choses autrement et d'inclure ou d'intégrer aussi l'aspect humain par rapport à cet enjeu et l'histoire de vie que chacun porte en fait avec lui dans son parcours migratoire. Moi, personnellement, j'ai participé à ce podcast. C'est comme parce que je le considère qu'il s'inscrit dans la continuité du travail politique de terrain auquel je contribue au sein de Solidarité sans frontières et d'autres groupes. Et aussi pour rendre hommage, je pense, au travail colossal réalisé par Solidarité sans frontières depuis des années, et toujours bénévolement, et qui continue d'ailleurs à être réalisé aujourd'hui pour le combat des migrants et des sans-statut. Je pense aussi que Solidarité sans frontières, quand même, est un groupe assez unique de son genre, à mon avis, parce qu'il montre à quel point il est possible de s'organiser politiquement sur terrain, de façon bénévole aussi, dans une échelle collective et avec les premiers concernés, et surtout de façon autonome et indépendante. Je pense que c'est une bonne expérience et
Et d'ailleurs, c'est ce qui, je pense, c'est ce qui lui permet aussi d'être, à ma connaissance, peut-être le seul groupe qui aborde ces enjeux d'une perspective politique assez radicale et autonome. Voilà, je pense aussi que cette participant contribue, c'est comme une façon aussi pour contribuer à la mémoire collective du travail des mouvements sociaux, comme d'un groupe comme Solidarité sans frontières, et plus particulièrement dans ce podcast, on parle plus sur la grande mobilisation autour de la grève de la faim à la prison de Laval. Au début de la pandémie, c'était en mars 2020. Et je pense en tant que militante, on devrait écrire et parler, réfléchir aussi davantage sur ce genre d'action politique, comme cette expérience qui a été lancée grâce au courage vraiment des détenus à l'intérieur. Et Abdoul, je pense qu'il est le mieux placé en tout cas pour en parler, et vous allez en tout cas l'écouter encore plus à ce podcast. Et je trouve que c'est grâce à ce courage que vraiment tout un mouvement qui a été lancé en conséquence au début de la pandémie, qui a lancé un élan de solidarité au Québec et même au Canada par la suite dans d'autres prisons qui ont aussi de leur côté ont lancé d'autres grèves de la faim. Voilà. Et je pense aussi le rôle de militant dans tout ça, c'est vraiment jouer le rôle d'amplification à l'extérieur, tout en mettant vraiment les premiers concernés, bien sûr, comme acteur principal. J'aimerais d'ailleurs profiter de cette occasion de rendre hommage à une militante avec nous à Solidarité sans frontières qui s'appelle Coco, qui a été décédée à l'été 2021, qui était très présente avec nous dans cette campagne. Donc, voilà, je pense que cette série de podcasts, c'est un très bon outil, en tout cas, pour approfondir un peu cette réflexion sur les enjeux et de repenser la question migratoire de façon générale. Et surtout de réaliser vraiment le niveau d'absurdité de la logique de la détention d'un migrant pour le simple fait qu'il n'a pas les bons documents ou parce qu'il n'est pas né peut-être au bon endroit. Voilà, merci. Merci, Sarah. Paul Ide, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? En attendant, Oui, je vous attire l'attention sur un des articles justement publiés par Paul Ide. Les majorités nationales ont-elles une couleur? Réflexion sur l'utilité de la catégorie de blanchité pour la sociologie du racisme, qui a été publié dans la revue Sociologie et Société. Donc, Paul, à toi la parole. Merci beaucoup, Élodie. Moi aussi, je veux en profiter d'abord pour remercier beaucoup Élodie, Mouloud pour leur invitation, pour le podcast, pour l'initiative du podcast. Je trouve, alors j'ai accepté cette invitation parce qu'ils m'ont posé des questions qu'on entend, dont on débat, enfin, qui m'ont amené à aborder des sujets dont on ne débat pas assez, je trouve, dans l'espace public concernant le racisme, et le racisme systémique en particulier. Je trouve, moi aussi, que le Centre Justice et Foi, un peu comme a dit Safa, c'est aussi pour rendre hommage aussi à leur travail, qui est très important en matière de défense des droits des migrants. Et c'est un travail de lobbying politique que vous faites que je trouve assez unique, en fait. Vous n'êtes pas les seuls, mais un travail très important sur la scène québécoise. Et donc, sur la question, Mouloud et Élodie m'ont posé quelques questions sur la question de ce qu'on appelle l'idéologie colorblind, l'idéologie de la société post-raciale. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Depuis un certain temps, cette idéologie est de plus en plus active, présente dans les médias, chez les chroniqueurs, chez les politiques. Au Québec, on sait, on a un gouvernement, le gouvernement de François Legault et avant lui, les libéraux, qui ont été sollicités par les groupes communautaires, par la table de concertation sur le racisme systémique qui a fait émerger cette question dans l'espace politique dominant mainstream et qui a même poussé le gouvernement libéral à faire une tentative de mettre sur pied cette table qui s'est avérée être une initiative un peu bidon pour répondre à la demande, mais qui en fait était tout à fait insatisfaisante sur le plan politique.
Donc, je ne m'attendrai pas là-dessus. Et depuis, ce concept de racisme systémique est toujours attaqué. Et c'est la résultante pour moi, est mise en cause. Et c'est la résultante pour moi de cette idéologie de la société post-raciale qui postule que le racisme est une chose du passé, qu'il est maintenant réductible à quelques cas individuels, à des pommes pourries qu'il s'agit d'éradiquer au cas par cas par la voie judiciaire notamment, par la dénonciation publique des bonnes de la gauche et même de la droite bien pensante qui dénonce à l'unisson les cas les plus extrêmes de racisme. Et pour moi, ce genre de procédé constitue une armature idéologique qui protège le racisme. Parce qu'on n'est même plus capable, moi j'ai envie de citer Orwell, je suis rendu là, c'est le point Goldwyn. J'ai envie de citer Orwell, on ne peut même plus appeler un chat puisqu'on est accusé de réintroduire la race dans une société qu'il avait éradiquée. Alors que toute la sociologie, toutes les recherches, tous les groupes militants et les personnes racisées font écho, démontrent ce que le sociologue Goldberg, David Theo Goldberg, a dit et que je citais dans le podcast. Il dit: on a enterré la race vivante. En ce sens que la race est encore un principe, la racisation, la race et le racisme qui en découle est un principe structurant des rapports sociaux. Et le danger avec cette idéologie post-raciale qui fait taire les dénonciations du racisme dans ses dimensions structurelles, c'est en fait de rendre la lutte antiraciste inoffensive, de rendre la lutte, de faire de la lutte antiraciste en quelque sorte une lutte à coup nul pour le groupe majoritaire, pour les Blancs, disons-le, qui profitent d'un système de distribution d'accès aux ressources qui les privilégie pour des raisons historiques, pour des raisons sociologiques qu'on connaît, qui sont documentées. Et voilà, donc moi, c'est pour ça que j'ai trouvé très important cette initiative. Puis je vais finir avec ça doit faire 5 minutes certainement que je parle. La conséquence pratique de ce type de discours, je veux dire la conséquence bien concrète, c'est d'invalider dans l'espace public toutes les solutions et les correctifs systémiques. Si on n'est pas capable si on invalide le postulat selon lequel le racisme a une dimension structurelle, est inscrit dans un rapport de domination, bien, la lutte antiraciste se résume à, comme je l'ai dit, des dénonciations symboliques, au recours au judiciaire, mais on n'est pas capable on n'est plus capable, en fait, de rendre légitimes des mesures structurelles, des correctifs systémiques, comme par exemple le recours à des programmes d'accès à l'égalité, qui partent du principe que le racisme est plus que la somme de ces manifestations individuelles. Alors voilà, c'est en gros, c'est un peu une des choses dont j'ai discuté dans le podcast. Merci. Merci. Elodie? En fait, on va demander maintenant à Carole Bénédicte-Zé, Thibaut Camara et Jean-Charles Saint-Louis, un peu comme tantôt, d'ouvrir encore leur micro pour justement poser des questions et commenter aussi les podcasts que nous leur avons demandé d'écouter, d'y revenir et de poser la question en fait. Rapidement, je vais présenter Carole Bénédicte-Zé, que vous avez sûrement, certains d'entre vous, écouté dans l'un des podcasts, Le travail migrant précaire entre injustice et lutte pour la dignité. Ce podcast-là où Carole Bénédicte, qui est porte-parole de l'Association des travailleurs et travailleuses temporaires d'agence de placement, la TAP, et qui est aussi membre de Solidarité sans frontières, revient sur son expérience de travailleur agricole, de l'exploitation présente dans ce secteur et qu'elle a vécu, ainsi que des luttes qu'elle a commencé à mener et qu'elle mène actuellement, non seulement avec Solidarité sans frontières, mais aussi avec le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Donc, Carole, je t'inviterai à ouvrir ton micro. Est-ce que tu réussis? Ou
Est-ce que Sylvain, tu pourrais lui permettre d'ouvrir son micro? Oui, elle est là, Carole. Mais son micro n'est pas ouvert. Allô, allô? Allô? Oui, Oui, Carole, Désolée, j'essayais d'ouvrir, je ne parvenais pas. c'est bon. à toi la parole. Vas-y, Carole. Je crois que Élodie vous a déjà dit, vous a déjà présenté. Beaucoup me connaissent dans des manifestations et dans les prises de parole. Je suis venue au Canada, comme beaucoup ont lu mon histoire, comme travailleur temporaire dans le domaine agricole. Et je dépendais complètement de mon employeur, ce qui fait que il m'avait entre ses mains et il a profité de ça pour faire de moi ce qu'il voulait. Je ne vais pas nommer le nombre d'abus que j'ai vécu, mais le plus difficile, c'est que je faisais comme 80 à 90 heures, voire même des fois plus de 100 heures chaque semaine qui n'étaient pas payées. Généralement, ils payaient une moitié. Je n'avais pas le droit de sortir. J'ai fait 2 ans dans cette entreprise. Je n'avais pas le droit de sortir. J'étais comme séquestrée. Je travaillais 7 jours sur 7. Je n'avais droit à aucun jour de repos pendant les 2 ans. Et je n'avais pas le droit de revendiquer quoi que ce soit parce que chaque jour, il me rappelait que si je tombe malade ou si j'ai un souci, il va me renvoyer dans mon pays. Ce qui fait que 2 ans, non seulement j'étais épuisée physiquement, j'étais atteinte psychologiquement. Je vivais cet enfer-là, je ne savais pas par quelle porte je pouvais trouver ma voie de sortie. J'étais comme condamnée à mort. C'était où je reste subir ça jusqu'à mourir, ou je rentre dans des conditions épouvantables. Néanmoins, j'ai pu faire les 2 ans jusqu'à ce qu'une compatriote réussisse à m'enlever de là pour m'amener à Montréal. Arrivée à Montréal, je suis tombée dans un autre combat parce que j'ai vu, comment ça s'appelle? J'ai vu un conseiller d'immigration qui m'a plutôt demandé de demander l'asile, alors que je pouvais plutôt appliquer sur le programme sur l'expérience québécoise. Ce qui fait que je me suis retrouvée dans cette condition, encore dans un nouveau programme où on ne me faisait pas de cadeaux et où je pouvais perdre mon statut à tout moment. Et j'ai fait comme... c'est là où j'ai commencé, j'ai rencontré la CTI et que je suis entrée à la table. C'est eux qui m'ont beaucoup soutenue. Ils ont écouté mon histoire. Ils m'ont trouvé un meilleur avocat, M. Guillaume Cliché, qui a pris mon dossier en main, et c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir ma résidence permanente. Et c'est comme ça que je suis entrée dans les luttes. J'ai rencontré beaucoup de sans-papiers et j'ai complètement oublié ma situation parce que je voyais encore des situations plus graves. J'étais comme, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait autant d'injustice dans ce pays? Le Canada, pour moi, était un pays de rêve. C'était le paradis sur terre. J'entendais parler du Canada dans mon pays, un pays libre de choix, de droits où tout le monde est égaux. Je n'en revenais pas qu'il y ait autant d'injustice, des personnes qui travaillent dans le noir, qui sont abusées, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, des abus sexuels envers des femmes sans papier qui n'ont aucune issue pour crier justice, qui sont exposés complètement aux mains des psychopathes, des personnes qui travaillent des années et n'ont pas leur argent. J'étais obligée d'entrer dans cette lutte. J'étais obligée de faire partie, j'étais obligée de demander qu'on me fasse une des porte-paroles, que ce soit de la TAP ou de Solidarité sans frontières, parce que j'étais écœurée, parce que je travaillais avec ce beau monde, parce que j'ai travaillé dans les agences de placement, j'ai été exploitée pendant 2 ans, je n'avais pas de droits matériaux comme les autres. Vous vous imaginez, vous êtes un être humain, vous travaillez avec les autres êtres humains comme vous êtes exposés au même danger, mais vous êtes deux groupes au fait.
Vous n'avez pas droit aux matériaux de protection. Eux, ils ont droit aux matériaux de protection. Vous êtes exposés. Eux, ils ont le droit de se protéger. Et vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit juste à cause de votre statut migratoire. Et vous devez travailler plus que sans matériaux de protection. Vous devez faire le double de leur travail en étant exposés juste pour avoir le droit d'avoir les miettes qui vous permettent de vivre. Alors que vous payez comme eux les taxes dans ce pays, parce que aller au supermarché, vous payez déjà les taxes, payer un loyer, vous payez déjà les taxes. Donc, à cause de votre statut immigratoire, vous vous retrouvez en train d'être un sous-homme. J'ai vu l'esclavage à l'état pur, donc c'est tout ça qui m'a révoltée. Oui, Carole. Justement, je sais qu'actuellement, Solidarité sans frontières a beaucoup d'actions en cours et Abdoul en fait partie. En écoutant justement le podcast de Safa et Abdoul, avais-tu une question à leur poser? Je suis malheureusement arrivée en retard, ce qui fait que je n'ai pas pu suivre le podcast de Abdoul. Pour Safa, je vais poser la question, ou pour les deux, même comme je n'ai pas pu suivre. La question que je vais poser, c'est concernant tous vos projets en cours, est-ce que vous avez déjà comme un espoir de solution concernant ou un espoir pour ces personnes sans papier pour un futur meilleur? Peut-être situer la réponse à Abdoul Safa dans le cadre de la campagne de Solidarité sans frontières en vue de la régularisation la plus large possible. Parce qu'il y en a une qui est annoncée par le gouvernement fédéral prochainement, qui serait peut-être même la première campagne de régularisation de l'histoire du Canada. Peut-être situer cette question-là, Abdoul Safa, dans ce contexte. Je laisserai aussi, en tout cas Abdoul aussi, d'intervenir parce que aussi, il est mieux placé en tout cas pour en parler, mais je pense dans le contexte actuel, il y a juste une opportunité peut-être avec le gouvernement fédéral qui a annoncé officiellement, mais pas médiatiquement et publiquement, qu'il y aura possiblement un travail qui va se faire pour régulariser tous les sans-papiers du Canada. Donc, bien sûr, Solidarité sans frontières, moi personnellement, parce que Solidarité sans frontières ne peut pas se résumer à une seule personne. Je pense que c'est tellement un travail collectif et elle n'a pas vraiment un seul visage. Je suis là juste pour parler modestement vraiment de tout le travail qui se fait à travers d'autres personnes beaucoup plus que moi. Mais il y a plusieurs campagnes, toutes les manifs qui ont eu lieu d'ailleurs les derniers mois pour pousser encore plus le gouvernement d'aller dans ce sens de régulariser tous les son statut. Et je pense ce qui est important, c'est que Solidarité sans frontières, c'est toujours sa demande d'être régularisé, tous les sans-papiers, sans condition, sans aucune restriction, sans aucune discrimination. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une sélection ou un tri selon des critères qu'on va inventer par la suite pour marginaliser certaines personnes. Solidarité sans frontières a toujours été là pour régulariser toutes les personnes et j'espère que, en tout cas là, il y a une campagne médiatique qui se fait tout le temps actuellement, en tout cas avec à plusieurs façons et je pense que les tactiques de lutte, ça se multiplie aujourd'hui et j'espère qu'on va réussir en tout cas à arriver à quelque chose. Voilà, je laisserai Abdoul peut-être en parler plus. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh, oui. Oui, juste pour revenir avec tout ce qui a été dit, c'est vrai que ça me reflète beaucoup, surtout quand la question a été posée à savoir est-ce qu'il y a l'espoir. Moi, je dis bien oui. Il y a beaucoup d'espoir. Si, par exemple, moi, je regarde en look back de tout ce qu'on a fait, et puis comment ça s'est créé toutes nos activités. Par exemple, quand on était à Laval, on a organisé cette grève de la faim. Moi, j'ai remarqué que tout a été fait parce que déjà, nous, en étant
dans le vécu de la situation, on a décidé de se tenir debout et de dénoncer vraiment ce qui se passait. C'est vrai qu'il y avait tout le temps une campagne de mascarade et puis ou alors on peut l'appeler de je m'en fous, où les autorités ou les gens regardent d'un autre côté. Mais avec la force du groupe, avec notre cohésion et puis surtout en sachant que nous, on est dans notre droit, on est des humains, on a le droit d'un certain traitement. Donc, on s'est pas retenu de vraiment se tenir debout et puis de dénoncer ça. Et à travers ça, c'est activé beaucoup d'autres trucs, comme genre, les autorités ont su que vraiment que ce qui se passait là-bas n'était pas normal, donc ils ont vite fait essayer de changer les choses. Juste pour dire, et puis pour essayer d'inspirer aussi tous mes amis et mes frères immigrants, pour dire que nous, on est avec Solidarité sans frontières, on a compris que vraiment que c'était la lutte, la dénonciation, vraiment se tenir debout qui vraiment faisait avancer les choses. Et c'est pour ça qu'on est toujours dessus. On est toujours en train de se tenir debout et surtout de dénoncer ce qui se passe. Moi, je pense que c'est extrêmement important qu'on arrête de souffrir en silence, qu'on arrête de souffrir dans notre coin, rejoindre les groupes des organismes comme Solidarité sans frontières où on est vraiment une famille, on se supporte et puis on s'entraide. Et je pense que c'est de là vraiment que vraiment peut sortir un grand changement. Malgré que des choses sont en train de bouger, on entend des choses qui en matière d'immigration, qu'ils essaient de rendre les choses meilleures, mais ça nous arrête pas et puis que ça doit aussi encore motiver tout ce qui nous regarde en tant que mes frères immigrants, je veux dire, sachant que c'est vraiment en se tenant debout et puis en résistant que vraiment on peut arriver à quelque chose et on va continuer à le faire jusqu'à qu'on ait quelque chose, ce qui veut dire une régularisation totale et puis inclusive à tous. Aussi, je laisse la parole aux autres aussi s'ils veulent ajouter quelque chose. Très brièvement sur l'importance de restituer les luttes portées par les migrants eux-mêmes, les modes de subjectivité qui sont les leurs, je peux que renvoyer au troisième recueil qu'on a publié, notamment le texte de Lucio Castracani, qui étudie très bien cet aspect-là, et l'entretien avec Sandro Mezzadra, qui est peut-être dans la perspective de l'autonomisme italien, ceux qui restituent le plus justement la capacité autonome, si vous voulez, des catégories migrantes à mener leur lutte et les formes de subjectivation qui sont les leurs. Voilà. Donc, Élodie? Avant de revenir à toi, Carole, j'ai vu ta main. Je vais laisser la parole aussi à Thibaut Camara, qui a écouté le podcast de Safa et d'Abdoul, ainsi que Jean-Charles Saint-Louis, qui a écouté celui de Pauline. Brièvement pour vos questions. Je vais y aller rapide. Cette fois-ci, j'y vais en premier, Jean-Charles. Tu me pardonneras. Franchement, le podcast, il y a quelque chose quand même qui est touchant et enfin qui est nécessaire, c'est donner la voix aux personnes concernées. Puis c'est ce que fait Vivre Ensemble et ce que fait Collectif Sans Frontières. Justement, je trouvais ça vraiment intéressant d'entendre Abdoul, d'entendre Safa nous parler. Puis vu qu'on doit faire vite et que en fait, c'est leur parole qui est plus importante que la mienne aujourd'hui ou ce qu'ils disent, moi je trouvais qu'il y avait trois vraiment grandes clés intéressantes. C'était à la fois de donner la parole aux personnes concernées et comme le dit Safa dans le sujet, l'immigration, ce n'est pas un sujet sexy. Donc, heureusement qu'il y a des organisations qui leur donnent la parole, que ce soit Sans Frontières ou même aujourd'hui le Centre Justice et Foi à travers la direction Vivre Ensemble. Je pense que c'est nécessaire et c'est important. La deuxième chose, c'est qu'ils abordent toute la question du traitement médiatique. Puis ça, c'est très intéressant. Puis Safa, elle vient avec le, entre guillemets, bon immigrant qui passe à la télé. Et tout à l'heure, on l'a dit dans le sujet précédent, la personne qui a droit d'avoir la sécurité ou qui est légitime pour parler dans l'espace public, c'est à peu près la même chose. Il y a cette légitimation de l'immigrant. Alors, il faut qu'il parle bien français, limite qu'il soit blanc, etc., qu'il soit venu ici comme travailleur qualifié. Mais tous les autres, ils sont dismiss comme immigrants et on n'écoute même plus leurs droits ou leur voix. Et ça, je trouvais ça intéressant que Safa puisse en parler et justement vienne l'expliquer à travers même des traitements médiatiques qu'elle a vécu, elle, dans des témoignages de Radio-Canada, mais aussi que les militants contre l'emprisonnement des travailleurs ou des immigrants sans statut ont vécu dans leurs manifestations. Et enfin, dernière question, c'était Mouloud qui l'abordait dans le débat et puis qui plaçait un sujet intéressant, c'était le lien entre
le lien trop faible, trop peu même, trop peu existant entre racisme systémique et immigration. Et là, je pense que Safa donne une exemplification excellente de dire que l'immigration, c'est l'exemplification pure du racisme systémique. Si on doit trouver un item dans lequel on peut expliquer facilement ce que c'est le racisme systémique, c'est l'immigration. Pourquoi, quand je suis guatémaltèque, je n'ai pas le droit de venir au Canada, alors que quand je suis français, j'ai le droit de venir pour voir l'épouse que j'ai mariée? Pourquoi? Pourquoi, quand je suis étudiant burkinabé, j'ai 90% de chances d'être refusé, alors que quand je suis un étudiant espagnol, j'ai 100% de chances d'être accepté? Toutes ces questions-là, c'est un héritage colonial qui est incarné dans un système d'immigration. Et la même chose, je voudrais juste lever une question par rapport à la dernière question, c'est ce qui se passe au Québec, c'est que le gouvernement du Canada avait déjà fait un appel du pied pour une régularisation large. Et ce qui s'est passé, vous le savez, on était à la table des négociations, pas mal d'entre vous autour de la table, c'est que le Québec a fermé la porte en disant, parce que c'est le Québec qui décide des résidents permanents sur son territoire, entre guillemets, et le Québec a fermé la porte en disant, il faut que ça soit des préposés aux bénéficiaires qui aient touché des malades, et eux, seulement eux qui ont participé à la première et deuxième vague, qui pourront être résidents permanents. Donc aujourd'hui, je pense que même si le Canada ouvre la porte, il y aura un gros travail pour faire que cette question avance, et je pense que Solidarité sans frontières est un élément au Québec à ne pas négliger. Puis je ne poserai pas de questions pour élargir encore plus, mais en tout cas, félicitations pour le travail que vous avez fait. Bravo pour votre prise de parole. Merci beaucoup, Thibault, d'avoir rappelé la nature très conditionnelle des régularisations qui ont eu lieu dans le programme de régularisation des anges gardiens du gouvernement provincial. On a toutes les raisons d'être vigilants et d'appréhender avec la plus grande suspicion et vigilance la prochaine régularisation qui viendra du fédéral, surtout motivée par des raisons de manque de main-d'œuvre, donc par des raisons économicistes. Quoi qu'il en soit. Donc, très brièvement, donc on a pris du retard. Je ne vais pas retenir les gens qui ont d'autres engagements. Jean-Charles Saint-Louis, et ensuite, on va essayer de terminer dans les 4-5 prochaines minutes, s'il vous plaît. D'accord, bonjour. Je vais essayer de faire ça très rapidement. Pour commencer, juste sur l'actualité du podcast de Polyd, je l'avais déjà écouté quand il était sorti il y a quelques mois déjà. Puis je pense que j'ai eu comme une sorte de vertige en le réécoutant. Je me suis rendu compte qu'il était particulièrement d'actualité. Là, je pense que tout ce qu'il nomme, c'est-à-dire la normalisation du fait que le nationalisme mise sur un imaginaire, disons, plus ou moins explicitement raciste, que le sujet légitime de la nation est défini par la blanchité, ça, on n'est pas en train de s'en sortir, hein, on s'enfonce de toute évidence. Je pense qu'on a atteint un autre niveau. C'est une position de gouvernement, c'est une position pour aspirer au gouvernement. Non plus, c'est pas nouveau, mais je pense on est particulièrement profond là-dedans. Peut-être juste un ou deux points forts de l'épisode. La phrase « Pour un sociologue, le racisme ne peut être que systémique, que sociologiquement, c'est un rapport de domination ». C'est intéressant, puis en même temps, c'est intéressant de réfléchir à la manière dont les sciences sociales et la sociologie en général participent aussi à la négation du racisme. Je pense que les sociologues, les gens en sciences sociales sont souvent aux premières lignes de la réaction par rapport aux luttes antiracistes, sont souvent à la traîne des mouvements sociaux dans l'analyse de la domination, mais sont rarement en retard dans la réaction, je dirais ça. Un autre point important d'entretien, c'est qu'il y a une montée, si on veut, des personnes qui se lancent à la défense de quelque chose comme la blanchité, à mot couvert ou non, en empruntant ce que Paul appelle les véhicules socialement acceptables de la blanchité, la liberté d'expression, la liberté académique, la liberté journalistique, l'autonomie des francophones au sein du Canada, etc., la laïcité, le contrôle de l'immigration. Puis dans cette perspective-là, j'ai l'impression que la société qui se dit post-raciste devient aussi une société qui se considère légitime de lutter contre l'antiracisme, ce qui est comme, à mon avis, un saut qualitatif, un saut dans l'ampleur, dans l'intensité du phénomène dont on doit se préoccuper. Donc, j'aimerais entendre peut-être Paul là-dessus. Puis peut-être si on a le temps, mais je pense qu'il faut terminer rapidement. Et aussi, disons, la question des limites du discours sur l'intégration, c'est intéressant, c'est abordé au début de l'entretien, mais si on a le temps, peut-être développer davantage le lien entre ça et les rapports de domination qui s'expriment sur le marché du travail, c'est-à-dire l'articulation entre nationalisme, racialisation et assignation à du travail précaire, au travail précaire. Paul, comment tu vas te débrouiller pour ramasser ça en 3 minutes? Tu prends des notes, hein? On va lui laisser le temps. Il vient de prendre 30 secondes, là.
Ben, toi, si tu as des comptes à régler avec lui, c'est pas le bon. C'est Francis, bien sûr. Qui d'autre? Il me persécute en privé et en public, en ligne aussi. C'est la concurrence entre la socio Ouais. et la Sciences Po. Oui, oui, voilà. Merci, merci beaucoup, Jean-Charles, pour ce commentaire. Tu as abordé en fait beaucoup de points. Tu as été beaucoup plus synthétique que moi. J'ai dit à peu près la même chose en 1 heure. Tu as réussi à condenser ça en 2 minutes. Écoute, oui, ben, sur la question, j'ai retenu 2 points. Alors, sur la question du nationalisme, le lien entre nationalisme et racisme, pour moi, c'est ce que oui, j'ai développé là-dessus dans des écrits, dans le podcast. Pour moi, c'est important de le théoriser, de le comprendre, parce que justement, dans une société dite post-raciale, les discours anti-migrants, xénophobes vont essayer d'emprunter un vernis légitime. Et oui, pour ça, on a assisté depuis les années 2000 avec l'essor, la montée de l'islamophobie, notamment post-11 septembre, à une instrumentalisation des grandes valeurs libérales, que ce soit la laïcité, comme tu l'as dit, la liberté d'expression, tout ça. Je veux dire, ils ont été instrumentalisés à des fins, je dirais, à des fins nationalistes. Et j'ai envie de dire, pas forcément à des fins explicitement racistes, quoique dans certains cas, à l'extrême droite, c'était clairement des fins racistes pour servir un agenda explicitement raciste. Mais moi, ce que je trouve encore plus grave, c'est qu'à gauche, dans la gauche et la droite mainstream, on a instrumentalisé ces questions-là, des fins souvent purement assez électoralistes. On a instrumentalisé c'est les valeurs de laïcité et d'égalité des sexes, hein, en construisant l'autre arabo-musulman comme foncièrement, viscéralement incompatible, insoluble dans la communauté nationale. Mais on a aussi instrumentalisé le nationalisme dans certains cas. Je crois qu'au Québec, on l'a vu avec Legault. Legault s'est fait élire en grande partie, pas seulement parce qu'il a réussi à mobiliser, à instrumentaliser, à venir en fait capitaliser sur une islamophobie plus ou moins latente qui a trouvé un véhicule politique en fait à son expression. Toutes les couronnes sud, tu sais, oui, il est allé faire un puits de vote. Les couronnes sud, couronnes nord de Montréal, les banlieues blanches de Montréal ont été séduites par les sirènes des discours, en fait, des insinuations semi-voilées de ce gouvernement pendant la campagne électorale qui a dit qu'il y a trop d'immigration, trop d'immigrants. On n'est pas capable de les intégrer, de les absorber, de les intégrer, sans jamais dire pourquoi. Il laissait le soin, en fait, à son électorat de combler les trous. Et avec cette loi, évidemment, qu'il a promise, la loi sur la laïcité, qui était islamophobe, sans cibler explicitement les arabo-musulmans, mais son électorat a très bien vu clair, en fait, dans ce langage racialement codé. On savait très bien que la menace à la laïcité qui justifiait l'urgence de cette loi dans le discours du gouvernement et du Parti québécois aussi, c'était la menace des hijabs, la menace arabo-musulmane qui pèse sur la nation. Donc ça, je ne sais pas si j'ai juste un peu développé autour de ce que tu as dit. J'ai peut-être rien apporté de nouveau. J'ai juste pris plus de temps à dire ce que tu as. C'est parfait, Paul. Puis pour finir, oui, alors je pense que j'ai déjà pris trop de temps. Je peux dire un mot ou sur l'autre question? Oui. Ou du lien entre libéralisme, racisation, travail précaire. Écoute, c'est là-dessus que mes travaux de terrain portent là, pour l'instant. Je veux dire, c'est évident que il y a d'une part les travailleurs qualifiés, ceux qui ont été sélectionnés pour leur qualification, vivent une discrimination systémique, un racisme systémique qui fait en sorte qu'ils sont incapables, en fait, de travailler dans leur domaine. Donc, il y a une contradiction énorme, un paradoxe énorme entre les politiques migratoires et les conditions d'incorporation réelles, concrètes sur le marché du travail. Déjà, ils sont sélectionnés sur le volet par les politiques. Oui, ça a été dit, on cherche des travailleurs qualifiés, mais de plus en plus, on manipule, on utilise les politiques migratoires pour essayer de privilégier une immigration utilitaire blanche par des voies détournées encore, parce qu'on ne peut plus retourner à l'époque des
de la discrimination ouvertement raciste inscrite dans le droit. T'sais. Par ailleurs, il y a toute une frange de l'immigration permanente et temporaire qui, une fois qu'ils ont été reflués des sphères, on va dire, des sphères du marché du travail, la zone primaire du marché du travail avec les jobs payants, qualifiés, prisés, convoités par les Blancs, eh bien, ils refluent, il faut payer les factures, ils refluent vers les zones périphériques du marché du travail, là où ils sont ramenés en quelque sorte à leur place, littéralement, physiquement et symboliquement. Et c'est là que la racisation, pour moi, est importante, est un procédé qui vient expliquer, en fait, qui vient rendre légitime, normal, acceptable l'exploitation éhontée dont nous a parlé Carole, par exemple, et que vivent les travailleurs temporaires, par exemple, dans l'ombre. Et pas que les temporaires. Il y a plein de… Moi, mes recherches portent sur des travailleurs qui ont la résidence permanente, qui sont racisés, mais qui, à force de rejet, de refus pour travailler dans des jobs dignes, se rabattent, faute de choix, faute d'options, sur le travail précaire dans les usines, dans les champs, dans l'entretien ménager. Et la racisation, pour moi, elle fait en sorte que ça, c'est un exemple de racisme systémique aussi à l'état pur, comme pour paraphraser Thibault, puisque les individus sont dirigés, sont aiguillés en fonction de leur appartenance ethno-raciale vers des secteurs où on trouve qui sont à leur place, en fait, dans les rapports économiques, dans les rapports sociaux. On ne les voit pas souvent aussi. Ils sont cachés, c'est du travail invisible dont les Blancs bénéficient sans voir, en fait, toute l'oppression, les violations de droits qui sous-tendent ce travail. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup, Paul. Il y a une phrase merveilleuse dans ton entretien que j'aimerais quand même ressortir, puisque tu nous disais que depuis 2006, il y a un tournant véritablement néoconservateur du nationalisme québécois, et tu as osé lâcher cette phrase qui, pour moi, m'a presque fait verser quelques larmes. Tu as dit, ça annonce un tournant qui coïncide avec l'innocence perdue du nationalisme québécois, parce que désormais, il s'en prend à plus petit que lui, alors que jadis, il s'en prenait à plus grand que lui. Tant qu'il s'en prenait à plus grand que lui, il avait toute sa légitimité, mais visiblement, à la faveur de ce tournant islamophobe notamment, le nationalisme québécois, dans sa matrice la plus massive, s'en prend à plus petit que lui. Je trouve que tu as très bien synthétisé dans cette phrase qu'on peut retrouver dans le podcast. Merci infiniment à tous et à toutes. Je donne la parole à Élodie pour finir. Oui, merci beaucoup. Elsa Dorlin a partagé dans le chat, elle a mentionné les travaux et recherches de la sociologue et anthropologue Nadia Fadil, qui travaille en Belgique sur les perspectives de lutte contre l'islamophobie. Donc voilà, étant donné que nous avons largement dépassé le temps, je tiens vraiment à vous remercier tous et toutes, et en plus ceux qui sont restés, qui ont dépassé leur temps et qui ont pris aussi le temps malgré tous les engagements que vous avez, malgré le travail, malgré la fatigue. Vraiment, merci d'avoir été là, d'avoir pris la parole et d'inciter les gens justement à aller écouter ces podcasts qui sont vraiment très pertinents pour notre conjoncture actuelle. Non, je remercie Elsa Dorlin, je remercie Francis Dupuy-Derry, Ahmed Amila, Safa Chibi, Abdul Polid, Thibaut Camara, Jean-Charles Saint-Louis, Carole Bénédicte, évidemment Julien Simard qui est parti. Donc, je vous remercie d'avoir accepté d'être là aujourd'hui et aussi d'avoir eu les propos que nous avons échangés. Donc, si vous avez aimé leurs propos aussi, je vous invite à aller l'écouter sur le site du secteur Vivre Ensemble. Et puis rapidement, le 1er octobre prochain, pour continuer justement sur des questions, entre autres de l'islamophobie, mais aussi de l'islamité montréalaise, nous vous invitons à la tournée qui sera à notre huitième édition. Les inscriptions sont en cours. Vous aurez l'occasion d'écouter Mouloud, ici présent, et également Dairi Mantel. C'est samedi de 10h à midi et demi. Évidemment, aussi, Sylvain, mon collègue, va vous envoyer un sondage pour nous dire ce que vous avez pensé de ce lancement. Et évidemment aussi, si vous voulez poursuivre la réflexion, il y a ces 3 recueils que nous avons produits et qui, justement, touchent les enjeux qui ont été apportés aujourd'hui.
Et pour finir, évidemment, mes collègues de la revue Relations organisent le 6 octobre prochain à la librairie le lancement de leur prochain numéro qui s'intitule Les GAFAM, briser l'emprise. Et pour avoir toutes les informations, connectez-vous sur Facebook ou alors ceux qui reçoivent déjà notre infolette ou alors qui vont sur la revue Relations, vous pourrez avoir le plus de détails. Et donc, pour clore tout ça, je tiens à vous remercier, vous tous et toutes, et je remercie beaucoup mes collègues, évidemment, Mouloud Idir, pour qui la stimulation est toujours présente, et évidemment, Sylvain Bouchard, qui nous a tenus, nous tous ici présents, Frédéric Barriot, qui s'est occupé de la communication, Enrique Portilla, Julie Belpère, de Grégory Design, qui a mis ses podcasts en ligne, évidemment, Dalia Ataoui, qui s'occupe des visuels. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, Mouloud, mais vraiment, merci à tous et toutes. Et bon après-midi. Merci, au revoir, portez-vous bien.